Bonjour YouTube, cette semaine on va parler de 3 concepts clés du data engineering. Le but de la vidéo, c'est d'expliquer ces concepts d'une manière assez simple. Je suis désolé par avance, il y a beaucoup d'anglicismes dans cette vidéo, mais le domaine de l'ingénierie de données est quand même peuplé d'énormément de concepts en anglais. Je vais essayer au maximum de les traduire en français. On va commencer tout de suite la vidéo sur le premier concept. Je souhaite tout d'abord vous parler de tous ces mots en data quelque chose. Donc les database, les data warehouse, les data lake ou les data mart. Ces 4 mots représentent tout d'abord 2 choses, une séparation logique et une séparation physique. Pourquoi une séparation logique ? Une séparation logique parce que ces 4 mots de vocabulaire représentent quand même 4 systèmes différents pour 4 usages différents de la donnée. C'est aussi une séparation physique parce que la donnée ne va pas être stockée au même endroit et dans les mêmes outils. Donc tout d'abord, la base de données, ça va être la source d'entrée principale de la donnée, et c'est quand on est un data engineer, notre source principale de données. On va toujours aller chercher la donnée dans une base de données. Après, la base de données, elle peut avoir une interface qui est une API. Le plus souvent, la base de données, on l'associe à une application ou un service, et les technologies principales qu'on associe aux bases de données, ce sont en open source, par exemple PostgreSQL, MySQL ou MongoDB. On peut aussi considérer les fichiers comme des bases de données. On verra ça un peu plus tard. Ensuite vient le terme de data warehouse ou en français entrepôt de données. Les premières discussions autour du data warehouse ont eu lieu en 1970. Oui, vous avez bien entendu, en 1970. C'est Bill Hinman, considéré comme un des pères du data warehouse, qui a discuté le premier du terme de data warehouse. Le data warehouse, ça peut s'apparenter aussi à une base de données et c'est souvent utilisé pour de la communication autour de la donnée, mais aussi de l'analyse. Lorsqu'on parle de data warehouse, on est obligé de parler de modélisation de données, parce que quand on met la donnée dans un data warehouse, qui est aussi un système de database, on va être obligé de modéliser la donnée pour pouvoir l'utiliser. La modélisation la plus connue, c'est celle en étoile. Elle a été théorisée par Ralph Kimball. Elle s'articule particulièrement autour de plusieurs tables de dimensions et d'une table de faits. Le but de cette structure est de pouvoir faire des calculs plus performants en optimisant la structure des tables. Aujourd'hui, les data warehouse et particulièrement les cloud data warehouse sont devenus la pierre angulaire de toutes les plateformes de données. Après les data warehouse, on peut aussi parler des data lakes. Dans les années 2010, avec la popularisation d'Hadoop, les lacs de données sont devenus essentiels. Le plus souvent, on définit un data lake comme le système de stockage brut de la donnée non structurée. Non structurée en opposition à la donnée structurée qu'on a dans une base ou un entrepôt par exemple. Les lakes sont basés sur des systèmes de stockage distribués comme HDFS, S3 ou même GCS. Pour finir avec ces mots en data quelque chose, on a le data mart. Le data mart est vraiment une séparation logique dans le data warehouse qui permet de mettre la donnée spécifique à une verticale en fonction des départements d'une entreprise. Maintenant qu'on a fini de discuter des concepts en data quelque chose, je vais parler des formats de données. Le format de stockage est selon moi une partie très importante du travail du data engineer. Pour vous aider dans la compréhension, je vais commencer avec un format de stockage que tout le monde connaît, le format tabulaire, c'est-à-dire un format orienté ligne. Par exemple, lorsqu'on regarde un tableur Excel, nos données sont orientées en ligne. Sur chaque ligne, on a un enregistrement spécifique d'une donnée. Si je prends un exemple plus concret, si par exemple on est un site de e-commerce et on a une table avec des commandes, dans un format orienté ligne, chaque ligne va correspondre à une commande, avec par exemple comme clé primaire la commande ID. En opposition au format ligne, vous l'aurez compris, on va trouver le format colonne. Le format orienté colonne permet de stocker toutes les entrées d'une colonne en un seul gros paquet. L'avantage du format orienté colonne est son optimisation pour les usages analytiques. En effet, en analytique, on va souvent souhaiter faire des calculs par colonne, par exemple la somme ou la moyenne. Ainsi, avoir chaque colonne stockée comme un gros paquet permet d'optimiser le temps de calcul, parce que pour accéder à tout le contenu d'une colonne, c'est assez facile. C'est pourquoi le format orienté colonne est assez utilisé pour les use cases analytiques. De l'autre côté, les formats orientés ligne vont plutôt être utilisés pour des usages transactionnels, c'est-à-dire si on veut modifier une seule ligne, ou si on reprend l'exemple précédent, modifier une seule commande. Il existe un autre type de stockage de données qui est le stockage clé-valeur, avec des databases type Redis, mais ça n'est pas l'usage le plus fréquent. Pour compléter les formats de stockage, parlons rapidement de la sérialisation de la donnée. Une fois que l'on sait comment on structure la donnée, on va avoir besoin de l'écrire sur le disque. Pour cela, on peut utiliser des formats plutôt simples,
comme le CSV, le JSON, le YAML ou encore un fichier brut. On peut aussi utiliser des formats plus riches. Plus riches car les fichiers vont contenir la donnée, mais aussi le schéma de la donnée. Parmi ces formats-là, on va inclure par exemple le XML, le Parquet, le Avro, l'ORC. Parmi ces 4 derniers types de fichiers, 2 ont un très gros avantage, le Parquet et l'ORC. En effet, en data engineering, ils sont très utilisés car ils sont nativement orientés colonnes et fournissent des algorithmes de compression de données qui permettent d'économiser de la place lorsqu'on stocke un gros volume de données sur un disque. Troisième et dernier concept dont je veux parler dans cette vidéo, le Batch Data Processing, ou en français, le traitement de données par lot. Le traitement de données par lot peut se résumer au fait de copier ou transformer de la donnée à intervalles réguliers. Par exemple, toutes les semaines, tous les jours ou toutes les heures. Ces traitements vont en général avoir pour but de préparer la donnée pour des usages futurs, analytique, reporting, data science et ainsi de suite. Dans cette étape, on va très souvent parler d'ETL ou d'ELT. ETL pour Extract, Transform, Load ou ELT pour Extract, Load, Transform. La différence entre les deux étant, est-ce que je fais la transformation avant ou après le chargement dans le warehouse? Historiquement, les transformations étaient en dehors du warehouse car c'était coûteux et très peu performant de le faire dans les warehouses. Aujourd'hui, avec la puissance plutôt illimitée des différents cloud data warehouse, on se permet de le faire dedans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait plutôt de l'ELT. Lorsqu'on parle de Batch Data Processing, on est obligé de parler d'outils autour de ça. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils open source qui permettent de programmer des flux de données en Batch Data Processing. Le plus connu étant Airflow. Je vous ferai une vidéo plus tard pour vous parler d'Airflow. Lorsque vous faites un traitement de données, il y a, je pense, 4 questions auxquelles il faut absolument essayer de répondre. La première, c'est comment vais-je faire mon backfill? La deuxième, c'est est-ce que mon traitement est idempotent? La troisième, c'est quelle est la gestion des partitions? Et la quatrième est est-ce que j'utilise des schémas de lecture, schémas d'écriture dans mon traitement de données? Le backfill. Le backfill correspond à l'opération qui permet de rattraper le passé. Il est important, lorsqu'on écrit un traitement, de se poser la question de comment vais-je rattraper le passé, si c'est sur une table ou si c'est sur de la donnée qu'on copie, comment est-ce que je vais lancer mon traitement pour rattraper le passé. Essayez de donner toujours en entrée de vos traitements une date. La date qui correspond à la période sur laquelle vous voulez tourner. La deuxième question est autour de l'idempotence. Est-ce que mon traitement est idempotent? Mais qu'est-ce que l'idempotence? L'idempotence signifie qu'une opération peut être appliquée une ou plusieurs fois sans jamais changer le résultat initial. C'est une propriété mathématique des fonctions. En tout cas, il est important d'appliquer cette propriété mathématique au pipeline de données. En effet, tout pipeline idempotent sera forcément plus facile à réparer et notamment la reprise sur erreur sera beaucoup plus simple parce qu'on pourra relancer notre flux sans se poser trop de questions. En effet, si le flux de données, lorsqu'on le relance, réinsère une nouvelle fois la donnée sans supprimer celle qui était là avant ou sans l'écraser, peu importe, on va avoir des problèmes. Oh, tu vas avoir des problèmes, toi. Oh putain, tu vas avoir des gros problèmes. Oh putain, mais quoi? On risque d'avoir 2 fois la même donnée dans une table, par exemple. La troisième question, qui est comment je partitionne ma donnée, est un peu liée à l'idempotence et au backfill. En effet, si vous choisissez de faire tourner un traitement tous les jours, alors il est fort probable que vous allez partitionner votre donnée par jour. On pourra discuter dans une prochaine vidéo de comment bien partitionner sa donnée et aussi de l'historique du partitionnement. Le dernier point qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on utilise des schémas de lecture et des schémas d'écriture. Ce point-là est assez spécifique, c'est lorsqu'on copie de la donnée d'un système A à un système B, il est assez important de fixer le schéma de lecture de données et aussi de fixer le schéma d'écriture. En effet, si l'on fixe le schéma de lecture de la donnée, toute évolution du schéma du système A n'impactera pas votre flux de données. C'est-à-dire, si une nouvelle colonne se rajoute, si une colonne se supprime, alors, si on a un schéma fixe, on se rendra compte assez facilement que quelque chose a changé. Si on fait un select étoile, par exemple, ça sera beaucoup plus difficile de se rendre compte du problème et cela peut engendrer aussi des problèmes plus loin dans nos flux. Ces 4 questions ou ces 4 propriétés ont vraiment pour but de créer des traitements qui sont déterministes. Le déterminisme dans les flux de données a vraiment pour but de simplifier la maintenance. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les 3 concepts clés du data engineering. J'espère que vous avez apprécié et merci de tout le soutien que vous m'avez apporté sur la première vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, lâcher un pouce bleu ou vous abonner. Et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour encore une fois parler de data engineering.